Son livre nous plonge dans l'univers fascinant des vidangeurs. Voici Simon Paré-Poupard. Simon, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Tu as publié récemment Ordure, journal d'un vidangeur, un essai dans lequel tu détruis le mythe voulant que nos ordures disparaissent comme par magie. Malgré un bac en psycho, un bac en sociaux et une maîtrise en gestion internationale, ça fait 20 ans que tu es vidangeur par choix. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? Je dirais que ça s'est bien intégré dans ma vie. Au départ, je l'ai fait pour payer mes frais de scolarité. Oui. Puis ensuite, j'ai découvert un univers, c'est-à-dire avec la société où on a moins la chance peut-être de côtoyer d'autres classes sociales. Alors, moi, j'étais d'un milieu où j'aurais peut-être pas côtoyé de vidangeurs ou les gars avec qui j'ai travaillé. Alors, pour moi, c'était une chance de découvrir des gens, travailler avec des gens, en fait, que j'aurais pas eu l'occasion de côtoyer autrement. Éventuellement, ça payait mon salaire. Puis j'ai découvert aussi tout l'univers des déchets, c'est-à-dire ce qui est recyclable, ce qui est réutilisable. Puis éventuellement, même, c'est devenu un défi sportif. Au point où là, j'ai deux enfants à la maison, je peux plus faire de sport, mais pourtant, grâce à mon travail, j'en fais 20 à 25 par semaine. Dû à mon travail, donc je garde une forme physique, je brise ce que j'appelle la sédentarité, là, le fait d'avoir des emplois où on est toujours assis. Fait que pour moi, ça s'est intégré à ma vie, là, je suis heureux. Donc, tu peux pas faire de sport parce que tu es surentraîné dans ton travail. Oui, sinon ça me gagne. Selon toi, il y a une déresponsabilisation des citoyens et des autorités politiques par rapport à nos déchets. On veut pas les voir, on veut qu'ils disparaissent et il y a tout un système derrière le fait de les jeter. C'est quoi ce système-là? Dans les années 70, on a commencé graduellement à délaisser la gestion des matières résiduelles. On a donné, dans le fond, aux citoyens la possibilité de mettre ça dans des bacs, dans des poubelles. On s'est dit qu'on allait s'en occuper, qu'on allait s'occuper de nos déchets, qu'on n'avait pas à s'en soucier, on allait payer un montant, puis que ça allait disparaître. De là jusqu'à aujourd'hui, on dit que ça disparaît par magie. Mais il y a tout un système, dans le fond, qui appuie ça, puis ça l'a amené justement à une sorte d'inconscience collective, une déresponsabilisation peut-être. Mais comme je dis, il n'y a personne qui est coupable parce qu'on est pris dans un système. C'est global. Je veux dire, on ne sait pas exactement toujours où ça va. On ne pose pas les questions parce qu'on ne nous a pas appris à les poser. C'est trop facile de jeter. On n'a pas assez, de fond, de contre-coup, en fait, de rien. Ça coûte rien, en plus. Ça paraît qu'on est les champions. De nombre de vidanges au monde? On est... écoute, j'ai pas la statistique, mais c'est très élevé. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que dans toutes les sociétés, on n'a jamais collecté des déchets aussi vite, aussi rapidement puis aussi efficacement. Fait qu'on on produit comme jamais, là. Ça, on le voit, c'est manifeste lorsqu'on a la chance de se pencher un peu les déchets. Là. Toi, tu crois que tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie ramasser les vidanges pour réaliser l'étendue de nos déchets? Et toi, ça t'a même fait devenir frigane. Ouais. C'est quoi un frigane? Un frigane, c'est tout ce que moi j'ai trouvé à mon humble niveau pour essayer de contester, en tout cas de m'arranger, de ne pas trop avoir de dissonance avec ce que je faisais, c'est-à-dire d'essayer de vivre des déchets, des rebuts de la société. C'est une position. Ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Moi, j'ai meublé presque entièrement ma première maison dans les ordures. Je lance souvent le défi aux gens, nommez-moi un objet, laissez-moi un certain nombre de temps, je vous le trouve dans les ordures. Là. Wow. C'est quand même assez facile. Ça sent moins seul. Non, mais... Est-ce que tu portes en ce moment? Est-ce que c'est neuf ou tu l'as... Un truc acheté, symboliquement, pour venir ici sur le plateau, mais mes shorts, c'est trouvé dans les ordures. Là. Mais vous dites dans votre roman, dans votre essai, que vous n'avez pas acheté 20 morceaux de linge dans votre vie, donc c'est le 21e. C'est le 21e. Puis c'est pas moi qui l'ai fait. On me l'a donné. Ah oui, OK. Je me déresponsabilise. À ce jour, tu estimes avoir ramassé 70 000 tonnes de déchets et d'une variété plutôt étonnante. Ouais. Des télés, des solvants, des médicaments, des bijoux en or, des photos de party de bureau avec du monde tout nu, etc. Tu as remarqué aussi que les hommes et les femmes ne jetaient pas certains objets de la même manière. Quels objets et de quelle manière? Bien, en tout cas, sur les pratiques sexuelles, disons, j'ai remarqué que... Marguerite? Ouais, je suis désolé. Antoine! C'est ça, j'ai remarqué que les femmes jetaient leurs objets sexuels dans les poubelles publiques, tandis que les gars, drôlement, eux, les condoms, je peux en retrouver partout. Ouverts, dans le fond, que ça tombe sur la cuve, pas dans un sac. Fait que j'en ai donc jugé qu'on a en tout cas, on a peut-être une gêne ou en tout cas une différente appréciation de comment on veut dégager ou montrer nos pratiques sexuelles. Malgré sa grande utilité, le métier d'éboueur est peu considéré.
Il y a des citoyens qui jettent des objets dangereux qui peuvent vous blesser, des automobilistes qui vous invectivent ou vous suivent de si près. Il y a même des collègues à vous qui ont perdu l'usage d'une jambe après avoir été frappés par des voitures. Il y a aussi des gens qui veulent se battre avec vous. Comment t'expliques ce mépris-là et cette agressivité-là? Moi, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on est comme au plus bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire, les gens, je crois, que peuvent facilement nous voir un peu comme des exutoires, là, des défouloirs. On est dans l'espace public, on dérange, on est tout le temps accoutré un peu bizarre. On est aussi dans l'agressivité, la violence, le bruit du troc. Donc, les gens, c'est comme si immédiatement, le rapport qui s'installe avec nous est un rapport direct, sinon peut-être un peu violent. C'est ce que j'ai remarqué. Puis c'est paradoxal que j'ai jamais vu ça dans aucun en tout cas, aucun autre travail. En tout cas, c'est plutôt rare. Là, on propose des claques à la gueule assez vite. C'est vrai? C'est quand même vrai. Là. Moi j'ai dû, sur Jarry, vraiment arrêter quelqu'un qui voulait se battre avec nous trois. Là. Parce qu'il était... il pense qu'on avait jeté quelque chose qui était à lui. Premièrement, on ne sait pas. Ça va vite. Ça dépend si tu mets quelque chose près du chemin. C'est difficile à évaluer. Moi, je lui ai dit, on ne se battra pas pour ça. On est désolé, mais... Moi, j'ai adoré ton livre. Je trouve que ça... Non seulement ça nous jette un regard sur notre consommation, sur le prix de notre confort aussi, sur la façon dont on regarde les gens, mais surtout que vous êtes ce qui sépare entre le monde civilisé puis le chaos. Fait qu'on traite pas une femme de ménage comme on traite les éboueurs. Puis moi, ça m'a allumé là-dessus. Ça m'a aussi allumé sur mon sac de 75 livres que moi, je mets. Moi, j'en ai un. Mais là, j'ai pensé à toi qui est sur sa run de 15 km et qui, lui, en a une tonne. C'est fascinant. C'est vraiment... Et tu fais de la poésie avec des vidanges. Puis, tu sais, ça nous renvoie... Jeunes, on voulait tous être vidangeurs. Puis j'aime beaucoup le passage où tu parles de... Qu'est-ce qui s'est passé pour que les jeunes veulent... Qu'est-ce qui se passe dans la tête du jeune qui nous admire et qui veut se tenir en arrière du truck, qui veut faire notre métier, qui devienne l'adulte, qui nous regarde pas et même qui nous méprise? Ben, ça, c'est la socialisation. Ça, j'explique. Puis, tu sais, des professeurs qui m'en parlent. Là, à l'école, ce qu'on dit, puis ce qu'on dit souvent aux élèves, c'est, ben, tu sais, dans le fond, si tu continues pas à l'école, tu vas devenir vidangeur. Ils ont raison, les professeurs, parce qu'en fait, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on apprend à l'école. Tu sais, vidangeur, tu n'as pas besoin d'éducation, tu n'as pas besoin de lire un livre, tu n'as pas besoin de scolarité. Tu sais, dans le fond, les poquiers de la vie, les gens qui sortent de prison, les gens qui... C'est ça. Moi, je vois ça un peu comme une réinsertion sociale, mais reste que ce qui sous-tend ce discours-là, c'est qu'il y a des sous-métiers. C'est ça le problème. Tu sais, je comprends un vidangeur, idéalement, j'aimerais ça qu'il soit éduqué. Mais reste que de penser qu'il y a des sous-métiers, ça suppose, dans le fond, qu'il y a des gens qui doivent les faire et d'autres non. Mais ce qui m'inquiète, là, c'est que toi, tu es illettré, tu as des études, mais tu es rare, tu es l'exception presque qui confirme la règle dans ton métier. De quelques-uns. Oui, quelques-uns. Mais il y a pas de monde qui font des métiers comme le tien et le tien, qui n'auraient jamais le droit de parole d'être ici ce soir ou d'écrire un livre, parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là dans la vie. Ils ont été poqués, ils n'ont pas eu la chance. Et ça t'inquiète-tu, toi aussi? Parce qu'on parle moins de ça aujourd'hui, la lutte des classes. C'était à la mode des années 70-80, mais aujourd'hui, on parle d'autres choses. On a évacué ça du discours public. J'ai vu dans le livre que ça te fâchait, toi aussi. On ne donne jamais la parole à ces gens-là, à vous. Effectivement. Puis si ben, je trouve ça c'est une opportunité que je suis ici, là. Mais effectivement, on pourrait parler de d'autres métiers, là, comme le chauffeur à la STM, les préposés aux bénéficiaires. Ce qui arrive, c'est qu'on est en société, mais on ne considère pas qu'on est interdépendant. On est tous liés dans cette société-là. Puis pour que, moi, ce que je dis, c'est qu'on est fâché après le vidangeur parce qu'il empêche d'avancer dans le trafic, mais il te fait sauver du temps, le vidangeur. Puis en fait, il fait œuvre utile parce que sans lui, tu devrais, toi, te consacrer à tes déchets. Puis c'est ça, en fait, comme on pourrait penser à beaucoup d'autres métiers, comme la préposée bénéficiaire, qui, bien sûr, va s'occuper des gens, de tes parents pendant que toi, tu t'en vas travailler. Fait qu'on est tous interdépendants, donc, en tout cas, moi, ça m'amène un peu plus de civisme et de responsabilité collective, peut-être. Tu dis que les éboueurs ne peuvent pas se plaindre parce que personne ne les écoute, mais qu'ils parlent aux citoyens avec le langage des poubelles. C'est quoi, ça, le langage des poubelles? Parce que c'est difficile de parler à un citoyen. T'sais, on les voit jamais. Puis lorsqu'on finit par leur parler, de toute façon, c'est jamais de leur faute. T'sais, ça va être sa femme qui a mis les vidanges comme ça va être le voisin. Donc, le seul moyen de communication, ça va être les ordures, les déchets. Fait qu'il ne faut pas se surprendre si une poubelle est lancée parce que tu as mis de l'eau, tu as mis 50 livres d'eau dedans, puis moi, je me suis splashé tes caca de chien, puis tes condoms sur moi. Dans le sens qu'il y a des normes dans des contrats qui sont les poubelles doivent être exemptes de liquide, exemptes de matériel coupant. C'est pas respecté. Mais comment je peux m'informer? Dans le fond, tout le monde peut faire une plainte à un vidangeur.
les entreprises, les municipalités, les citoyens, mais le vidangeur peut faire aucune plainte à personne. On n'a aucun contrôle. Donc, vous avez votre façon de le faire. Façon de le faire. Oui. Des fois, c'est compris, des fois, non. Mais je crois que des fois, on fait des murs de poubelles devant les maisons des citoyens pour dire, tu as peut-être fait quelque chose de pas correct. Bien, quand la poubelle se ramasse sur ta voiture, ça veut dire quelque chose. Ouais, il y a un message. Oui. Ça veut pas dire « est à toi, on voulait pas que tu perdes ». Je dis pas que j'ai fait ça, par contre. Qu'est-ce que les citoyens devraient faire pour mieux gérer leurs déchets puis faciliter votre travail? Moi, je vais t'avouer, ça m'a fait beaucoup culpabiliser. Ouais, moi aussi. Ouais. Non, mais il faut pas. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'un peu comme tous les métiers, tant son temps qu'on n'est pas plongé dedans, on ne sait pas. J'aime mieux le mot responsabilisation, culpabilisation. Là, je suis désolé si ça a fait ça, mais dans le fond, c'est l'idée que... Non, au contraire, moi, je trouve que ça... Ah ouais? Ça prend un choc électrique de temps en temps. Là. OK, bon, ben... Non, mais pour vrai. Bon, ben si c'est ça que ça prend, ben tu sais, il y a plein de gestes, comme il y a des gens que, puisqu'on dit de mettre un bac, ils mettent un bac, mais des fois, il est vide. Mais tu sais, ça coûte beaucoup d'énergie, surtout en tempête de neige. Des fois, le bac va être presque vide, un sac dans le fond. On peut soi-même espacer les collectes. C'est un enjeu présentement sur l'île de Montréal. Mais on peut le faire soi-même. On n'est pas obligé d'attendre. De toute façon, ça va nous coûter moins de taxes. Ça peut être aussi insultant. Ça l'engorge aussi dans le cas de tempête de neige. Ça va engorger les services publics. Il y a aussi de mettre les poignées des bacs du bon côté. Parce qu'on a souvent l'idée que c'est un robot. Les villes vont pas faire des communiqués, mais c'est beaucoup plus... Puis il faut penser... Ça a l'air banal, mais c'est quand même sur 1500, mettons, maisons dans un secteur. Donc, ce geste-là, si on le met à l'échelle, ça vaut la peine. On met rien de coupant. On met pas de matière toxique. Le chlore, on peut se brûler les poumons. On remplit pas à rabord. On remplit pas à rabord. L'huile, à moteur, ça, j'en ai retrouvé vendredi. Là, c'est quand même assez désagréable. T'en as partout dans les mains. Là. Fait que c'est plein de trucs comme ça. Juste être conscient un peu plus là, de ce qu'on met, qu'il y a quelqu'un qui en fait la manutention. Là. Simon, la question qui pue. La première! Est-ce qu'on finit par s'habituer à l'odeur des vidanges? Ah oui, clairement. Oui? Oui, ah, assez vite. Pourtant, si je suis sur une terrasse à Montréal, je vais passer un truck, il pue. Tu le sens Ah, pas? clairement. Ça sent très mauvais. Mais on le sent pas. Sinon, ça serait impossible de faire le métier. Comme nous, à campagne, quand il est pendre, mettons. C'est ça, je On le sent la première journée après ça. Ou comme si tu travailles à la poissonnerie ou à la fromagerie. T'sais. Quand on rentre d'une poissonnerie, on fait « Oh! » Puis là, quand tu ressors à la caisse, tout d'un coup, t'es imbibé. Mais moi, j'adore quand vous dites que le jus de vidange, c'est votre eau bénite. Ouais. Non, il fait de la poésie super bien avec les écrit. ordures. Les vidangeurs constituent une faune excentrique. Plusieurs d'entre eux ont des antécédents familiaux difficiles, des enjeux de consommation. Il y en a qui ont flirté avec la criminalité, il y en a qui ont fait du temps. Et sans être bien vu, on dirait que c'est même écrit parfois dans les CV pourquoi les gens en parlent de leurs antécédents plutôt que les cacher comme on fait habituellement. Parce que c'est la norme. Dans ce milieu-là, d'avoir des antécédents criminels, j'ai l'impression, consommer, c'est pas quelque chose d'anormal. Donc, pour eux, même de le mentionner, c'est parce que des fois, ils vont dire qu'ils sont en thérapie, ils sortent des thérapies. Je connais des employeurs qui vont embaucher des gens en thérapie parce qu'ils ont une grande solidarité, parce qu'ils l'ont peut-être déjà eux-mêmes été en thérapie. Fait que, tu sais, pour moi, je le vois un peu, puis je suis aussi intervenant social, tu sais, je le vois comme une forme de réinsertion sociale, les vidanges. Pour moi, ça permet ça. Ça permet à des gens marginaux d'être ce qu'ils sont sans être jugés. D'ailleurs, tu en parles avec beaucoup de respect et d'affection de tes collègues. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont lu, ton livre? J'ai été surpris, mais beaucoup. Ah, Ouais, beaucoup. Puis quelle réaction? très bonne. C'est des gens qui avaient même jamais lu un livre de leur vie. Ils m'envoyaient des selfies en train de lire un livre. Fait que moi, je suis agréablement surpris. Même les gars de qui tu parles? Même les gars qui je parle. Parce qu'ils sont faits sur le rough, puis tout, mais tu as une affection, puis moi aussi, une affection pour ces gens-là, mais tu sais, qui... Eh bien, ils ont discuté un peu comme le personnage d'Antoine. Là, je fais un parallèle avec le film. Mais tu sais, les gars ont de la misère à dire leurs émotions. Ton personnage était comme ça dans le film. Mais toi, tu vois le beau dans ces gens-là. Tu sais, même quand ils sacent, même quand ils sont toujours en maudit. Il y en a un qui beau dans parle à ses poubelles. Il y en a un qui parle à ses poubelles. Qui parle à ses vidanges. C'est tous des timés. Mais enfin! Les timés, c'est les citoyens. Mais Simon, Mais travaillant. Simon, ce livre-là nous a fait découvrir non seulement ton travail, mais ta magnifique plume. Merci. Vas-tu écrire quelque chose d'autre après? Ben écoute, je suis tenté. Je trouve que ce qui nous manque au Québec, c'est notre socio-histoire des déchets. Fait que ça serait un bonheur que de creuser la question. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, est-ce que je peux dire une chose rapide? Bien sûr. Si je suis ici sur le plateau aujourd'hui, c'est parce que ma femme est à la maison avec ma fille, mon bébé.
Alors, je voulais l'en remercier, sinon je ne serais pas... Ça s'appelle comment? Lauriane. Lauriane. Ouais. Allô, Lauriane? Je l'en remercie. L'excellent livre de ton chum, Ordure, journal d'un vidangeur, est disponible en librairie et en ligne et sur ta table de chevet. Et Simon, tu seras au Salon du livre de Montréal ce samedi au Palais des Congrès.